Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Adan Nourdine, donc moi je suis maître de conférence à l'université de Pau et des Pays de l'Adour dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un projet de recherche qu'on a dans mon équipe que je pilote qui s'appelle Joulard, le projet Joulard, et qui vise à faire des mesures et de l'analyse de la consommation énergétique du code source vers les appareils connectés. C'est vraiment sur tout ce que j'appelle moi l'écosystème logiciel en entier. Donc rapidement, moi je fais partie du laboratoire d'informatique qui s'appelle l'UPA, et moi je travaille sur le Green IT depuis 2010. J'ai fait ma thèse à l'université de Lille il y a plus de 10 ans sur cette thématique-là, et en particulier autour du génie logiciel et de ce qu'on appelle les systèmes autonomiques, qui tournent de façon indépendante et autonome. Donc n'hésitez pas, j'ai un site web relativement riche avec voilà, plein d'informations et toutes nos publications. Et je suis aussi sur LinkedIn si vous voulez se connecter à moi. Voilà. Donc sur mon historique, comme j'ai dit, j'ai fait une thèse à l'université de Lille et au centre de recherche INRIA avec des collègues que vous connaissez peut-être. C'est dans l'équipe Spirals, notamment avec Romain Rouvois, qui était un de mes directeurs de thèse. Et par la suite, j'ai fait un petit tour d'Angleterre où j'ai travaillé à l'université d'Édimbourg sur la mesure de l'énergie au niveau code source et au niveau plus proche du matériel, donc au niveau de la compilation. Par la suite, j'ai passé à Londres où j'ai travaillé sur un projet européen sur le cloud et le data center, notamment sur l'efficacité énergétique dans les data centers, dans les centres de données. Et avant de passer à Nantes où j'ai travaillé en tant qu'ingénieur de recherche dans une entreprise qui s'appelle Catamania. Alors, pas dans le green, plutôt dans le big data, plus proche de la direction technique. Et donc depuis 2018, moi je suis à l'université de Pau, où je suis donc maître de conférence sur Anglette et depuis 2 ans sur le campus de Pau. Alors, Joulard, c'est quoi? Alors, c'est un projet de recherche qui a commencé en 2020. Et l'objectif de ce projet, c'est vraiment améliorer nos connaissances sur la consommation énergétique, donc de mesurer cette consommation et surtout de comprendre quels sont les facteurs qui impactent cette consommation énergétique au niveau donc du matériel, des composants matériels et au niveau du logiciel, y compris au niveau du code source. Donc l'objectif de ce projet, c'est pas que de développement des outils, mais c'est aussi développer des modèles, des formules d'estimation énergétique, mais aussi faire des études pour comprendre qu'est-ce qui peut impacter cette consommation énergétique. Quels sont les facteurs au niveau du code, au niveau de l'interaction avec les utilisateurs, euh, les interactions entre les différents composants matériels. Voilà, donc ça c'est un peu l'objectif de ce projet. Et alors pour l'instant, c'est un projet interne de mon laboratoire qui est piloté par moi-même. Et on a eu vous voyez les noms, plusieurs personnes qui sont intervenues, qui sont plus formelles, donc des doctorants, des stages, des projets. Mais c'est un projet relativement open source, donc tous nos outils sont déployés sur GitHub sous licence open source, donc pour l'instant de GPL. Et donc on a une petite communauté de développeurs dans le monde qui participent et voilà, qui font des contributions sur ces différents outils. Alors aujourd'hui, je ne vais pas présenter tout ce qu'on fait, je vais présenter 2 outils, enfin 3 outils, une base de données et surtout une approche qu'on a adoptée qui permettait de mesurer n'importe quel appareil connecté et en particulier avec les Raspberry Pi. Voilà, donc la première approche, l'idée étant, c'est que si on prend un appareil connecté, par exemple un Raspberry Pi, quelle est sa consommation énergétique? Comment on peut modéliser cette consommation? Sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas un ou deux Raspberry, on n'a pas un ou deux appareils connectés en industrie ou dans nos maisons connectées. On a des milliards et des milliards d'appareils connectés, d'objets connectés, euh, donc des dizaines de milliards, et donc on attend à plus de 100 milliards en 2030. Et ces appareils, ils ont des architectures différentes, que ce soit au niveau processeur, au niveau de la machine en elle-même. Donc, parfois, on a un écran, comme une télé connectée, parfois, on n'en a pas. Pour les Raspberry, bon, on a 2, 3 connecteurs qui peuvent être très variables. Et le problème, c'est que si on veut faire des mesures en temps réel, on est obligé d'avoir un wattmètre physique.
Donc on peut pas faire un scale up sur des centaines ou des milliers d'appareils, dans un déploiement classique et les modèles existants aujourd'hui, on a quelques modèles d'estimation sur certains appareils, bah, ils sont souvent, construits de manière statique. Donc on génère un modèle et puis on les oublie. Donc dès qu'il y a une évolution de cet appareil, bah, c'est plus mis à jour et quand on a une grande variété d'appareils, bah, on peut pas mesurer, on peut pas le faire à la main. Donc généralement, quand on veut modéliser, souvent il faut un expert qui va identifier, la caractéristique à modéliser. Par exemple, pour le processeur, on va dire, peut-être que l'utilisation du CPU, c'est corrélé à l'énergie. Peut-être c'est le nombre de données connectées sur le disque. Et par la suite, on va créer un benchmark pour tester cette caractéristique, la stresser sur toutes les valeurs possibles. On mesure, on fait la corrélation avec des données d'énergie réelle, par exemple avec un wattmètre. On valide les modèles et puis voilà, on génère une formule énergétique à la fin. Le problème, c'est que ça, on peut pas le faire à la main sur des dizaines et des centaines et de milliers d'appareils totalement différents les uns des autres. Donc nous, notre approche, c'était d'automatiser ce benchmarking et de le crowdsourcer avec une approche client-serveur, où on a un serveur qui va récolter les données de n'importe quel client de benchmark dans le monde et le serveur lui-même va analyser les données, nettoyer les données, vérifier que les données sont correctes et générer un modèle évolutif dans le temps pour qu'on ait des modèles d'énergie fiables et qui restent fiables avec les évolutions du matériel. Alors, je ne vais pas trop entrer dans le détail théorique sur ça, je vais juste montrer un petit exemple qu'on a fait sur les Raspberry Pi. Donc typiquement, on a pris le taux d'utilisation CPU. Par exemple, si on utilise le CPU à 5%, à 20%, à 50%, on a remarqué que c'était relativement corrélé avec la consommation énergétique du processeur. Et donc on a fait nous un petit benchmark. Alors je passe tout ça. Donc on a fait un benchmark et voilà, on a généré des modèles pour un ensemble large de ces appareils. Alors là sur le tableau, je vous montre ce qu'on a fait dans le papier qu'on a publié, parce que l'étude a été publiée il y a 2 ans. Mais depuis, on a rajouté les Raspberry Pi 400, donc, avec le clavier, les nouveaux Raspberry Pi 5 et aussi un autre appareil similaire qui s'appelle Asus Tinkerboard S. Donc pour tous ces modèles-là, on a généré une formule qui est très fiable, avec un taux d'erreur très 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 faible et qui permettait d'estimer la consommation de ces modèles. Pour cela, je vous montre quelques graphes de résultats, mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une grosse corrélation. Alors ce que vous voyez dans le graphe, les points bleus, ce sont les mesures du wattmètre de l'appareil à chaque point de stress. Donc si on stresse à 40%, on voit bien qu'on est autour de 1,2 watts. Puis on monte, plus ça augmente. Et puis après, les deux lignes, les deux traits, donc le trait jaune, c'est la régression linéaire, le formule de régression linéaire, et puis le truc bleu, rouge, c'est la régression polynomiale. Et on voit bien, donc peu importe l'appareil, il y a une très forte corrélation, et surtout sur les régressions polynomiales, ça suit exactement ce qui se passe. D'autres mots. Donc tout ça, ça donne quoi? Ça donne que nos formules qu'on a pu générer ont une marge d'erreur, donc un taux d'erreur très très faible en pourcentage. Typiquement, les modèles polynomiaux, un exemple de formule après, on est entre 0,3% de marge d'erreur par rapport à ce que le wattmètre, la valeur réelle, nous donne, et jusqu'à 2-3% sur ces modèles polynomiaux. Donc on a des formules qui ne nécessitent aucun investissement matériel, c'est juste une formule. La seule métrique qu'on a besoin pour calculer l'énergie, c'est l'utilisation CPU, qu'on peut récupérer très facilement du système d'exploitation. Et par la suite, on a une estimation de l'énergie à 2% près de la valeur réelle fournie par un wattmètre. Donc voilà ce qu'on a obtenu avec cette approche de modélisation. Ce qu'on a aussi essayé de vérifier, c'est que ces modèles, que ce soit linéaire ou polynomial, ils ont un overhead très faible. Alors pour vous donner un exemple, un modèle polynomial, la formule, c'est des calculs à la puissance 9. Donc, pour l'utilisation de CPU, si on est à 40%, c'est 0,4 à la puissance 9, multiplié par un paramètre, plus 0,4 puissance 8, etc. Donc on a une grosse formule, beaucoup de calculs,
Et on a remarqué que par rapport au modèle linéaire, on est à 1%, 0,7 à 1% d'overhead de consommation. Donc le modèle en soi, le calcul de modèle, si on le fait toutes les secondes, ben, il ne consomme pas beaucoup comparé à voilà, un modèle linéaire simple où c'est puissance 8. Voilà. Alors je passe tout ça parce que c'est peut-être pas le plus intéressant. Et donc un exemple d'implémentation de ces modèles, c'est qu'on a essayé de les intégrer à un serveur qui s'appelle Zabbix. Alors c'est un outil qui permet de gérer un parc d'appareils, notamment des Raspberry Pi. Donc on installe un module au niveau de chaque appareil et on a un module serveur et qui permet de piloter donc ces appareils à distance. Et avec ce serveur, bah, il récupère déjà le taux de son CPU par défaut, côté sur la console serveur. Bah, dans ce cas-là, il suffit juste d'implémenter les formules et là, on a directement, sans rien installer de plus sur les Raspberry, on a leur consommation énergétique de façon très très fiable, comme j'ai dit, à peu près 1 ou 2% près par rapport à la valeur réelle. Donc ça, c'est un peu le principal avantage de cette approche, c'est qu'on peut scaler, hein, on peut monter en charge sur des milliers d'appareils connectés. Par exemple, si on déploie, je sais pas, 1 millier de Raspberry sur une ville connectée, ben, on peut mesurer leur énergie en temps réel, à distance, sans rien installer de plus dessus. Voilà. Et au-delà donc des appareils des Raspberry, ben, évidemment, on peut modéliser n'importe quel appareil électrique ou électronique. Donc là, c'est un petit exemple où on a modélisé d'un côté une ampoule connectée, selon la couleur et son intensité de lumière, on a voilà, et on a une formule adéquate. Et pareil pour ce que vous voyez à droite, 2 écrans par rapport à leur luminosité. Voilà, et donc bon, l'approche elle est relativement générique et simple à mettre en place. La seule chose qu'il faut faire, évidemment, c'est développer un benchmark pour chaque modèle d'appareil si c'est différent. Par exemple, si on veut pour une télé connectée, bah, il faut identifier qu'est-ce qu'on veut modéliser et faire le benchmark. Mais derrière, l'approche crowdsource, l'approche connectée, permet de générer plein de modèles de plein d'appareils différents. Voilà. Alors je vois pas l'écran, mais est-ce qu'il y a des questions, des remarques, ou je passe à la suite? Pas de questions pour le moment, mais Question. n'hésitez pas à les poser de vive voix. J'ai une petite question, si vous m'entendez bien. Oui. Oui, s'il vous plaît. La question c'est comment on fait, alors avec des Raspberry Pi, j'imagine que ça se verra pas trop, mais peut-être sur des appareils un petit peu plus gros. Euh, Notamment, je pensais à des appareils type Jetson ou même des serveurs HPC où il peut y avoir une différence de consommation assez importante entre les machines, même si elles sont du même modèle. Quand je dis assez importante, c'est quelques watts ou quelques dizaines de watts. Et du coup, je me demandais si vous aviez une stratégie pour prendre en compte ce genre d'écart entre des appareils du même modèle, mais qui du coup, de par leur fabrication légèrement différente, vont consommer un peu plus ou un peu moins. Très bien. Alors, nous, cette approche, elle vise vraiment les appareils connectés style IoT, les objets connectés. Dès qu'on est sur des appareils un peu plus costauds, comme un serveur classique, là, il y a beaucoup plus de paramètres qui impactent la consommation d'énergie, ou une Oui, ok. approche simple de corrélation comme on a fait va pas pouvoir fonctionner proprement. Par contre, pour ces Raspberry, ce qu'on a fait, alors parce que j'ai sauté l'approche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même un workflow qui permet de vérifier, qui permet pardon, d'affiner les modèles énergétiques. Donc l'idée étant, c'est que bon, on va faire un benchmark une première fois, on va avoir une certaine consommation, on va générer un modèle, mais comme vous dites, si on refait le nouvel benchmark, on peut avoir une petite variation de consommation d'un appareil à l'autre. Alors sur ces appareils style Raspberry, la variation elle est relativement faible, mais elle existe. Et donc nous, dans ce cas-là, on va, je sais pas si vous voyez la souris, donc ce qu'on va faire, c'est que quand quelqu'un d'autre va faire un benchmark sur le même appareil, même modèle d'appareil, on va réintégrer ces nouvelles données de benchmark, vérifier si elles sont correctes, donc si la marge d'erreur des nouvelles données, elle est à peu près
a dit 5%, donc 5% par rapport aux anciennes données. Et puis après, recalculer une nouvelle formule pour être sûr, est-ce que cette nouvelle formule, elle est plus fiable, elle a une marge d'erreur plus faible que l'ancienne formule. Et l'idée, on va garder la meilleure formule, et petit à petit, ça va affiner le modèle énergétique. Et ce qu'on a testé sur le Raspberry, typiquement ici, je sais pas si vous voyez le tableau. Là, c'était pour les modèles linéaires. Donc là, à la première étape, on a généré une formule, c'était celle-là. On avait un taux d'erreur de 7% par rapport à ce que le wattmètre nous donnait. À l'étape 2, on a une nouvelle formule. Bon, c'était 6%, c'était meilleur, on a gardé cette formule. Et petit à petit, comme ça, on peut affiner et arriver petit à petit à un modèle d'énergie qui est beaucoup plus fiable et donc avec un taux d'erreur plus faible. Pareil ici pour les modèles. Mais effectivement, dès qu'on vise des appareils plus gros, plus complexes, il faut une approche différente de ce qu'on a fait. Ok, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas d'autres questions, visiblement. Tu peux continuer. Ça marche. Voilà. Voilà, donc là, c'était l'approche théorique qu'on a adoptée. Et donc, dans cette approche, on a développé quelques outils qu'on a déployés en open source. Donc, typiquement, on a le benchmark pour les processeurs des Raspberry et d'autres mini-ordinateurs tels que les Asus Tinkerboard, par exemple. Donc, c'est publié sur GitHub. Donc, sur le projet Joula, on a un GitHub dédié. Donc, dessus, on a cet outil. Et l'idée, c'était, cet outil il y a le benchmark dedans et il y a tous les scripts pour générer les modèles énergétiques et calculer la marge d'erreur. Voilà, il ne faut pas hésiter de les utiliser. Ce qu'on fait, c'est que le stress, c'est un stress aléatoire à un pourcentage fixe. Donc, on va tester à 5%, 10%, 15%. On va stresser pendant peut-être 1 minute ou 2. Il faut un wattmètre à côté pour mesurer. Et par la suite, l'outil va essayer de faire les corrélations, calculer la marge d'erreur et vous générez toutes les formules linéaires, polynomiales aux différents degrés et garder la meilleure formule d'estimation d'énergie. Voilà. Donc tous les modèles qu'on a fait, on les a publiés dans une base de données sur GitHub aussi, qui est à ce lien-là, donc le GitHub/Joulard Power Models. Et actuellement, on a tous les différents modèles de Raspberry, le Asus Tinkerboard, on a les 2 écrans que je vous ai indiqués. Et tout est sous licence Open Data et surtout sous format ouvert. Donc, c'est des fichiers JSON qu'on met en place. Donc, vous pouvez les télécharger. Alors, je vous mets tous les modèles. Vous pouvez les télécharger, les utiliser, les déployer sur un. Voilà. C'est des formules. Donc, si vous voulez supporter des Raspberry Pi, l'estimation de l'énergie des Raspberry Pi, donc on a un modèle pour tout ça. Et évidemment, chaque révision, donc là on a testé à des révisions différentes, donc quand on fait une révision de la board, ça peut avoir un impact sur l'énergie, donc on a des modèles dédiés. Et évidemment, si on est sur un OS en 32 bits ou en 64 bits, sur le Raspberry, on a vu qu'il y a une très grande variation d'énergie, donc il faut des modèles dédiés. On a tous ces modèles, une formule, donc un fichier par modèle. Et pareil pour le Tinkerboard et 2 écrans. Donc voilà pour cette base de données. Et cette première partie où on mesure la consommation, on va dire, des appareils. Par contre, sur le projet Joulard, ce qui nous intéresse le plus, au-delà des appareils connectés, c'est la mesure de l'énergie logicielle. Comment on mesure que Word, Excel, par exemple, qu'est-ce qu'il consomme? Et au-delà de ce que l'application consomme, quelle est la consommation du code source? Chaque fonction, de chaque méthode, de chaque classe dans une application, quelle est sa consommation d'énergie? Et alors, je passe tout l'aspect théorique. Donc, je vais vous montrer 2 outils qu'on a développés. Un premier qui s'appelle PowerJoula, qui va mesurer les applications en tant que boîte noire. Et un autre outil qui s'appelle Joulagy, qui va mesurer le code source directement, et le tout en temps réel et avec une fiabilité assez fine. Donc PowerJoula, c'est un outil en ligne de commande. Il est très similaire dans la philosophie à d'autres outils que vous connaissez, comme Power API par exemple, ou même Scaphandre.
Donc l'idée de cet outil, c'est qu'il va mesurer en temps réel la consommation donc CPU et GPU des différentes applications. Actuellement, on fonctionne bien sur x86, donc en exploitant donc ARAPL, mais on fonctionne aussi sur ARM, donc sur les Raspberry Pi, avec les modèles que je viens de vous présenter, et il fonctionne aussi à l'intérieur des machines virtuelles avec une approche similaire à ce que Power BI a fait il y a quelques années. Donc c'est pareil, c'est un outil open source en GPL3, il est compilé natif, donc il est développé avec le langage ADA, et ça s'utilise très facilement. Je vous montrerai peut-être une démo à la fin si on a un peu de temps. Bon, voilà, sur un rappel, vous le connaissez. Donc sur ARM, donc on utilise sur Raspberry et les Tinkerboard, on utilise les modèles que je vous ai montrés avant. Donc un exemple de modèle, c'est celui-là, par exemple pour le Raspberry Pi 4, c'est ça la formule. Donc vous voyez bien le X ici, c'est l'utilisation CPU, et on est sur une formule à la puissance 9. Donc toutes les secondes, on fait tout ce calcul-là pour estimer la consommation énergétique en watts de la dernière seconde. Ça en temps réel, toutes les secondes. Et comme on a trouvé dans nos expériences, l'overhead il est très très faible, même avec des calculs à la puissance 9, et même si on faisait l'expérience sur les Raspberry directement. On peut faire les calculs sur les Raspberry et l'overhead il est très faible. Donc forcément, si on le fait sur un PC distant, comme je l'ai montré sur le serveur Zabbix, bah, la consommation elle va être nulle sur l'overhead, elle va être nulle sur les Raspberry. Voilà, donc alors sur le fonctionnement des machines virtuelles, c'est si certains ne voient pas un peu, le fonctionnement il marche de PowerJoula fonctionne de la même manière sur ARM, sur les processeurs Intel et AMD et sur machine virtuelle, on a les mêmes fonctionnalités partout. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est que quand on est sur une machine virtuelle, il faut avoir la consommation de la machine virtuelle. Et ça, on ne peut pas le faire de l'intérieur, il faut le faire de l'extérieur, donc sur la machine haute. Donc PowerJoula, il est agnostique à ce niveau-là. On peut utiliser PowerJoula lui-même sur la machine haute ou un autre outil, en scaphandre. Et il faut juste partager cette donnée. Donc typiquement, nous, l'approche qu'on adopte, c'est on a un fichier partagé entre la machine haute et la machine guest, et qui contient donc la consommation énergétique de la VM en entier. Et après, voilà, PowerJoula va faire va lire ce fichier et l'utiliser comme la valeur globale de la machine virtuelle. Voilà. Après, on a un site de documentation pour tous nos outils, donc j'ai mis le lien ici pour la VM, mais après on a la documentation sur les autres fonctionnalités. Pour NVIDIA, pour les cartes graphiques, on mesure que NVIDIA. Pour l'instant, on ne fait pas plus que juste récupérer les données de l'outil de NVIDIA. On ne fait pas plus que de choses dessus. On a un objectif avec un projet de mesurer la consommation GPU par application. Parce que pour l'instant, on a le GPU en entier, mais on voulait mesurer par application, par process, quelle est l'énergie consommée sur la carte GPU. Mais c'est quelque chose en cours, on n'a pas encore avancé pour l'intégrer dans l'outil. Voilà, je vous passe tous ces détails. Hein. Et donc, ce qu'on fait, pour Joomla, on a deux petites fonctionnalités assez sympas. On peut mesurer les applications une par une à travers leur process ID, donc leur identifiant dans Linux. Et voilà, il suffit juste de donner le PID de l'outil, de l'application, et PowerJoula va le mesurer en temps réel. Et sinon, on peut aussi, hop, je mets ici, on peut aussi mesurer une application multi-process. Donc si vous lance par exemple Firefox, elle va peut-être lancer plusieurs process, et on peut suivre les différents process d'une application, et tout cela en donnant le nom de l'application quand on va lancer l'outil de mesure. Et PowerJoula va se débrouiller de chercher pour l'application quels sont ces process qui sont créés ou qui sont détruits, parce que on vérifie tous les process toutes les secondes. Donc une application peut évoluer, créer, détruire des process. PowerJoula va suivre tout cela, mesurer tous ces process et donner la consommation de l'application en entier. Voilà. Donc c'est un outil en ligne de commande, donc les données sont exportées, alors soit affichées sur l'écran, soit exportées sur des fichiers, typiquement des fichiers CSV pour notre cas. Mais l'outil peut se lancer automatiquement, on fournit simplement un service systemd avec, donc si vous voulez le déployer
de façon automatique, c'est quelque chose de faisable avec l'outil. Voilà. Bon, un exemple. On lance l'outil, on peut là, c'est juste un exemple. On a testé 3 différentes applications, mais on l'a déployé sur 3 plateformes différentes. Donc on a un serveur Intel, un Raspberry Pi 3, 3B+, en 32 bits, et puis le Raspberry 4 en 64 bits. Et donc sur 3 plateformes totalement différentes, avec 3 architectures de processeurs différents, l'outil fonctionne exactement de la même manière, et on peut faire donc des analyses comparatives comme ça, sans avoir à utiliser un wattmètre pour ces mesures, ou sans avoir à changer d'outil de mesure à la fin. Voilà, donc des petites questions avant que je vous montre rapidement, alors peut-être pas une démo en temps réel, mais peut-être quelques tutos, comment l'utiliser. Est-ce qu'il y a des questions où je passe? Moi, j'avais une petite question, Bruno. Oui. Je voulais sur le diagramme précédent, avec la consommation, voilà, sur ces Python Java, c'était quoi comme type de profil de tâche qui était mesuré ici? Alors, ici, on a utilisé un algorithme qui s'appelle Raycasting. C'est un petit algorithme, il y a, je pense, 3 fonctions. Enfin, c'est pas un grand programme. Par contre, et c'était la même implémentation de l'algorithme dans les 3 langages de programmation différents. Par contre, on n'est pas sur la même version d'OS, c'est pas la même version de Linux, c'est pas la même distribution, et c'est pas la même version ni de Python, ni de Java, ni de C sur les 3 plateformes. Je peux expliquer pourquoi à un moment donné, Python il consomme beaucoup sur Intel et pas beaucoup sur les 2 autres plateformes. Est-ce que ça répond à votre question ou Oui, j'étais juste étonné de voir que Python consommait moins que le C. c'est parce que voilà, c'est pas la même version ni les mêmes plateformes de Python, ni de C, ni de Java, ni les mêmes outils de compilation. Alors j'ai toujours la même question quand je monte ce graphe. Alors je le garde spécifiquement pour en effet montrer que même pour un même algorithme, on peut avoir des consommations différentes, comme ici, hein, la distribution entre les 3 versions, parce que entre la version du noyau Linux, la distribution, parce que là on était sur Raspberry Pi OS sur les Raspberry et sur Fedora sur Intel, on a la version, on a un Python 2 et des Python 3, donc voilà, il y a plein de choses logicielles qui peuvent impacter la consommation d'énergie d'un même programme, et donc il faut, voilà, c'est juste pour montrer ça. Super. Du coup, je passe à un petit exemple de démo. Alors, si on veut l'utiliser pour Angular, il faut le télécharger. Donc, pour l'instant, on fournit des paquets automatiques pour Debian précompilés sur les 3 plateformes qu'on supporte, donc x86 et les 2 plateformes ARM, donc 64 bits et 32 bits. Mais sinon, c'est du ADA, donc il faut juste télécharger le code source, d'utiliser GPR Build, qui est un peu le système de build dans ADA, et builder ça. Sinon, on peut le compiler avec le compilateur GNAT directement. Et c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il y a quelques dépendances installées, il faut installer le compilateur GNAT et GPR Build. Donc sur Debian, Ubuntu, Fedora, vous avez les infos ici. Alors tout est aussi sur notre GitHub et sur notre site de documentation, toute l'installation. Si on est sur Red Hat par exemple, ADA n'est pas fourni par défaut, donc j'indique un peu les repositories tierces qu'il faut rajouter, hein, donc typiquement EPEL pour que ça fonctionne. Voilà, donc compiler, puis après pour utiliser c'est simple, vous lancez Port Angular et ça se fonctionne. Donc là je vous montrerai 3 petits exemples de résultats. Donc pour lancer l'outil, il faut juste taper Port Angular en ligne de commande. Si on veut écrire sur un fichier, il faut indiquer avec l'option ligne de commande F le nom du fichier. On peut écrire en mode classique ou ce que j'appelle en mode overwrite avec -o. Le mode overwrite, ça va écrire une seule ligne et l'écraser à chaque fois. Donc c'est très utile si on veut connecter l'export de Port Angular avec un dashboard par exemple. On n'a pas besoin à chaque fois de lire des gros fichiers. Et donc pour lire un process en particulier, on lui donne en paramètre, TRIP et le numéro du process. Et si c'est une application qu'on connaît son nom, par exemple Firefox, on met -a Firefox, et Port Angular va détecter tous les PID et suivre l'évolution des process de l'application.
Et c'est tout, hein, c'est assez simple à utiliser. Et donc, avec ça, on peut faire des comparatifs. Donc, le raycasting que je vais montrer, c'est avoir des comparatifs. Ce qui est intéressant par contre, c'est que là, on a deux versions Java, A et S, et avec 2-3 fois plus de consommation d'une version à l'autre. Est-ce que, sans tricher en regardant sur Internet, est-ce que vous savez pourquoi on a cette différence entre Java S, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Java S et Java? Il y a des lieux qui peuvent, non. Enfin, c'est un algorithme simple, mais après on imprime sur l'écran. Il y a des prints sur l'écran, c'est ça qui consomme beaucoup. Et Ouais, ce qu'on a remarqué. excuse-moi, c'est quoi que tu entends par Java S? Ça fait 15 ans que je fais du Java, j'ai 20 ans même, j'ai jamais entendu Non, parler. c'est juste le nom. J'ai nommé Java S. Enfin, c'est en Java, c'est juste une autre version du programme, du même programme. Ok. Donc la différence, c'est que le Java ici, la ligne avec 164 joules, c'est on imprime sur l'écran avec des prints, println classique. Et en Java, enfin la version S, c'est une version optimisée où on va utiliser des output streams et des buffer writer pour écrire la même chose sur l'écran. Et on voit bien, donc en changeant juste la fonction pour imprimer sur l'écran, on peut gagner beaucoup en termes d'énergie. Donc ça, évidemment, avec PowerJoule et les outils similaires, on ne peut pas le savoir parce que ça mesure l'énergie en tant que boîte noire. Ça aurait été sympa de voir quelle fonction consomme le plus d'énergie et comment on peut l'optimiser. Et c'est ce que mon deuxième outil permet de faire, que je présenterai dans quelques petits instants. Voilà. Donc, entre Java et Python, vous voyez, bon, il y a une grosse différence d'énergie. Et quand on regarde en détail la consommation, on remarque que la ligne bleue, c'est la version Java. Donc, il va consommer en watts beaucoup plus, mais qui va prendre beaucoup moins de temps. Donc, elle va être à une fréquence plus élevée. Donc, les calculs vont faire plus vite parce qu'on va utiliser le processeur beaucoup plus. Tandis qu'en Python, on est relativement autour de 18 watts tout le temps. Donc, ça prend plus de temps, moins de cycles de calcul par le processeur, et donc au total, ça consomme plus d'énergie. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre ces deux versions. Bon, je vous passe tout ça parce que c'est d'autres exemples peut-être moins intéressants. Adèle, il y a Benoît qui a levé la main. Oui. Ouais, j'ai peut-être raté dans l'explication, mais est-ce que là, dans l'exemple que tu montrais avec Python et Java, est-ce que c'était sur plusieurs threads ou est-ce que c'était du monothread? Alors ici, c'est non, du monothread ici sur cet exemple. Par contre, c'est monothread? Ok. Ouais, par contre, on a, alors je voulais le passer, mais bon, alors on a fait un autre test, ce que vous voyez ici sur ce graphe-là. Alors là, on a utilisé Y-Cruncher qui permet de calculer les chiffres de pi, du nombre pi. Donc on a calculé 150 millions de chiffres pi en utilisant deux algorithmes différents que l'outil propose, et en version monothread et en version parallèle. Donc les deux graphes tout en bas, autour de 15 watts, c'est du monothread, version qui va, voilà, on va être à 40-50 secondes et une autre 70 secondes. Et puis ce qui est en rouge et en orange en haut, c'est en parallèle. Donc forcément, ça consomme 2-3 fois plus d'énergie, de puissance par seconde, mais ça se termine beaucoup plus vite. Mais du coup, dans le programme est écrit dans le même langage. Alors ici, c'est l'outil OneCruncher, oui. C'est l'outil qui implémente, c'est des algorithmes de calcul différents de le même langage. Okay. Alors je montre ça parce que c'est pour montrer que le temps d'exécution, même s'il est 3 ou 4 fois plus rapide ici, dans cet exemple, le delta de consommation d'énergie, il n'est pas si élevé que ça, parce que si je calcule l'énergie en joules du total sur ces deux algorithmes, ce qu'on va remarquer, c'est que, par exemple, le premier algorithme, en parallèle, il est à 872 joules, mais le même en monothread, il est à 1000. Donc la différence, elle n'est pas 3 fois plus en termes d'énergie. Je reviens au graphe avant, on a une puissance énergétique en watts qui est à peu près 3 fois plus, et en termes de temps d'exécution, on est à 3 fois moins de temps. Mais par contre, ça ne se traduit pas par 3 fois plus de consommation d'énergie. C'est pareil pour l'autre algorithme. Donc le temps d'exécution n'est pas
pas, bon, ça vous le connaissez, hein, j'imagine tous, mais le temps d'exécution n'est pas un facteur qui indique qu'un programme consomme plus que l'autre. Et même la puissance énergétique en watts n'est pas suffisante pour savoir qu'une tâche de travail consomme plus d'énergie au total que l'autre. C'est un peu le delta entre les deux. Voilà. Donc je passe à la dernière partie, qui est le principal outil qu'on a dans ce projet Joulard, qui est un outil Joulard GX. Et l'idée, c'est qu'avec cette approche, on va pouvoir mesurer le code source, donc les classes, les méthodes et les classes et les branches d'exécution de chacune de nos applications. Alors, il y en a pas énormément d'outils qui permettent de le faire. Nous, on adopte dans Joulard GX une approche de sampling statistique, c'est-à-dire on ne va pas modifier le code source de l'application, ni au niveau à la compilation, ni pendant l'exécution. On ne va pas instrumenter le code ou l'annoter à l'exécution, on ne le modifie pas du tout, on ne le touche pas. C'est un peu l'avantage. Et par contre, on arrive quand même à faire des mesures assez fiables. L'outil actuellement ne fonctionne qu'avec Java, mais on aimerait bien l'étendre à d'autres langages. Donc comment ça fonctionne? C'est relativement assez simple, cette approche théorique, c'est qu'on va mesurer d'abord l'application Java. Donc c'est ce que je montre dans le grand de flèche, là, l'application monitoring cycle. Si on mesure l'appli en entier, Java, combien elle consomme, déjà, toutes les secondes, avec des approches comme je vais le montrer dans les autres outils. Et par la suite, on va essayer d'entrer dans l'application en se connectant à la machine virtuelle Java, avec typiquement un agent Java qu'on lance en parallèle. Et là, on va regarder tous les threads qui sont exécutés en Java et essayer de mesurer, d'estimer la consommation de chacun de ces threads en termes de CPU. Et donc son énergie, la consommation énergétique. Puis par la suite, on va regarder dans chacun des threads, est-ce que vous voyez là le source code, le deuxième cycle de monitoring. On regarde chaque thread et on va regarder tous les quelques millisecondes. Par défaut, c'est 10 millisecondes, très peu. Tous les 10 millisecondes, on va regarder le thread et on va regarder quelle est la méthode, quelle est la fonction qui s'exécute sur le thread. Et comme ça, à la fin donc, de notre cycle de monitoring, à la fin des 60, de la seconde, on aura quelque chose comme ça. Là, on a l'application, on regarde toutes les quelques millisecondes la fonction qui s'exécute, et par la suite, on peut générer une estimation statistique. Par exemple, la méthode orange ici, on a pu l'observer quand on a regardé le thread 10 fois, et la méthode bleue 12 fois. Donc on suppose que 45% du temps d'exécution du cycle CPU, c'était sur cette première méthode, et pareil pour la bleue. Et donc on alloue l'énergie qui a été consommée par l'application pendant la dernière seconde, statistiquement entre les différentes méthodes qu'on a observées. Et on fait ça toutes les secondes en temps réel. Et évidemment, il n'y en a pas que deux méthodes qui s'exécutent en Java, hein, donc il y en a plein de méthodes. Parce que toutes les méthodes de la JDK, hein, donc de Java, quand vous faites un print, print va appeler 2-3 autres méthodes dans Java. Et tout ça, on arrive à le mesurer et à l'isoler. Voilà. Donc voilà un peu notre approche théorique. Alors l'approche, elle n'est pas très. Alors aujourd'hui, elle est implémentée que dans cet outil. Je ne connais pas d'autres outils qui l'implémentent. Mais cette approche, elle n'est pas très récente. Cette approche théorique, c'est quelque chose que j'ai fait pendant ma thèse il y a plus de 10 ans. Ça a été publié d'abord en 2012. Mais bon, pour l'instant, il n'y a que Joulard GX qui l'implémente. J'ai moi-même aussi développé. Donc, Joulard GX, ça implémente cette approche que je viens d'expliquer. Ça fonctionne sur Java. C'est un agent Java qu'on lance en parallèle. Et c'est un outil qui fonctionne partout. Donc sur Intel, AMD, sur les Raspberry, hein, sur ARM, sur les Raspberry, avec les modèles que j'ai expliqués avant. Ça fonctionne sur macOS aussi, et sous Windows, toujours en se connectant avec un driver sur le processeur pour récupérer la consommation d'énergie. Et ça fonctionne aussi à l'intérieur des machines virtuelles. Donc, si vous avez une appli Java dans une machine virtuelle, on peut suivre sa conso. Et ce que l'outil va permettre de faire, c'est mesurer en temps réel, donc toutes les secondes, on a un fichier
ou on peut l'afficher ailleurs. Mais on a toutes les méthodes qui sont exécutées la dernière seconde, on a leur consommation énergétique, mais aussi les branches d'exécution. Une méthode appelle une autre, appelle une autre. Donc tout cela, on l'a en temps réel et de manière relativement fiable. Alors, j'en ai parlé. Donc sur Linux, on va utiliser ARAPL directement. Donc, sur ARM, Linux, donc sur la Raspberry, c'est le modèle que je vous ai expliqué. Sur macOS, on va utiliser PowerMetrics, qui est déjà préintégré dans macOS pour lire la console du processeur. Et sur Windows, on utilisait avant l'API qui était fournie par Intel. Et dès qu'ils ont arrêté, on est passé au driver Hublot qui est utilisé dans Scaphandre. Donc, je vois Benoît, il est connecté. Donc du coup, ce que vous avez fait, on le réutilise donc dans cet outil. Voilà. Et dans les machines virtuelles, c'est le même principe que pour Joulard. Donc il faut mesurer la machine virtuelle, combien elle consomme. Donc il faut hôte de la machine hôte, qu'on mesure la VM, peu importe l'outil, mais qu'on partage cette mesure avec la machine virtuelle, avec un fichier partagé. Et JoulardGeoX, il va juste lire ce fichier partagé. Et le reste, il va fonctionner de la même manière. Donc, peu importe la plateforme, JoulardGeoX va fonctionner de la même manière. Alors, si vous êtes curieux, plus techniquement, voici quelques fonctions qu'on utilise pour récupérer et essayer de mesurer l'énergie et les cycles CPU, des threads, des méthodes. Alors, les slides, ils seront disponibles, donc du coup, mais voilà, je passe dessus maintenant. Et avec ça, on peut mesurer les méthodes. Donc là, j'ai le même algorithme que je vous ai montré avant, donc le recasting. Il y en avait en fait 3 méthodes. Et quand je mesure, je sais que la méthode main, elle a consommé autant d'énergie. Et on a une méthode qui s'appelle intersect, elle a consommé autant d'énergie. Et une autre méthode, autant d'énergie. On peut regarder le code source comme ça, en termes de consommation. Alors, je vais vous montrer une autre démo dans un instant. Mais avant, juste pour vous montrer que les résultats que JoulardGeoX fournit sont assez riches. Donc, il y a une structure de ce type-là, hein, qui sont générés. Donc, pour chaque process comme mesure, chaque application avec le temps. On va générer plusieurs types de fichiers. Donc, on a un répertoire qui s'appelle évolution, qui va contenir un fichier par méthode. Et dans ce fichier, il y aura l'énergie consommée de cette méthode-là par rapport au temps, par rapport au timestamp. Donc, à quel moment elle s'est exécutée. Comme ça, on peut suivre dans le temps une seule méthode en particulier, ou plusieurs, et voir l'évolution de cette méthode. Puis après, on a un répertoire runtime, hein, donc les mesures en temps réel, et un répertoire total, qui est la consommation énergétique. On joue le total de toute l'application à la fin de l'exécution, donc par méthode ou par call tree, donc, branche d'exécution. Donc voilà l'exemple d'évolution, ce que je vous dis. Donc là, j'ai les 3 méthodes que je vous ai montrées. Donc pour chacune, j'ai le timestamp, donc à quel moment, et la consommation watt à côté de chacune des méthodes, et l'évolution dans le temps de. Et on peut avoir la conso d'une méthode à la fin, mais aussi de ce qu'on appelle la branche d'exécution. Donc ce que vous voyez ici, on a une méthode qui s'appelle access. Et cette méthode access peut être appelée d'une autre méthode. Par exemple, ici, elle était appelée de ArrayAccess, qui était appelée de la méthode main. Ou elle peut être appelée directement de access. Nos méthodes peuvent être appelées de différents endroits de notre code. Et ça, c'est 2 branches d'exécution différentes. Et donc, on peut isoler, même pour la même méthode, on peut savoir sa conso selon d'où est-ce qu'elle a été appelée. Et donc, c'est quelque chose qu'on fournit aussi en temps réel dans cet outil. Voilà. Et comme je dis, ça fonctionne partout. Donc là, j'ai 4 plateformes. Donc, j'ai un serveur Linux classique, sur Windows, sur 2 Raspberry Pi, donc un en 32 bits et un en 64 bits. Donc le même programme, exact le même code, Java. Et là, alors là, c'est les mesures en pourcentage du total. Par exemple, la méthode bleue ici, qui est main, elle a consommé 48% de l'énergie totale de l'application. Voilà, donc on a relativement la même distribution. Il y a une petite variation pour Windows parce que c'est pas le même terminal. Ici, on a beaucoup de print qui consomment, donc et donc du coup, on a les méthodes de print info qui consomment un peu plus. Mais globalement,
avec cet outil, on peut mesurer, peu importe l'application, peu importe la plateforme, matériel, on peut mesurer méthode par méthode sa consommation. Donc voici ce que cet outil permet de faire. À ma connaissance, il est unique dans le monde. Il n'y en a pas d'autres qui permettent de le faire sans modifier le code source, pour rappel. Et puis voilà. Ce graphe-là, ça montre les branches d'exécution, donc voilà toutes les branches d'exécution de l'application. Voilà, donc ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a développé une petite interface graphique qui pour l'instant elle est que sur Windows, qui permet de lire ce fichier généré et de vous afficher les mesures automatiquement. Par exemple, là on a une méthode en particulier, on peut suivre son exécution dans le temps, ou les branches d'exécution, voilà. Après, vous avez les fichiers sources, les fichiers générés en CSV, on peut faire le dashboard qu'on souhaite sur Power BI ou en Python. Et voilà, il y a un petit outil qui vous facilite la vie aussi. Voilà, alors vu le temps passe, je vais faire rapidement expliquer un peu comment ça fonctionne avant de prendre vos questions, s'il y en a. Donc c'est un agent Java, donc il faut juste le compiler et l'utiliser. Donc on a une version précompilée, un jar précompilé, sinon il suffit de télécharger et le compiler avec Maven. Ça utilise Maven. Si on est sous Windows, par contre, il y a une dépendance, il faut, avec la dernière version, il faut installer le driver du Hublot, donc driver à rappel sous Windows. Sinon, sur les autres plateformes, il n'y a pas spécifiquement de dépendance particulière, donc à part les Java. Et pour l'utiliser, c'est simple, donc on va lancer notre application Java, en ligne de commande ou dans l'interface. Il faut juste rajouter Java Agent comme option et indiquer le fichier de Joulard, donc le jar de Joulard. Ça vient avec un fichier de configuration, configure properties, où on peut configurer qu'est-ce qu'on veut mesurer, quelle plateforme, etc. Donc, c'est important de modifier ce fichier-là parce qu'il y a deux choses très importantes. La première, on a une option Application Server, donc qui permet de mieux mesurer les applications style Tomcat, Spring Boot. Ça, il faut mettre un trou. Sinon, ça ne va pas fonctionner correctement. Et si on n'est pas sur ces serveurs d'application, il faut mettre un faux. Sinon, la mesure ne s'arrête pas. Le temps qu'on fixe le problème, il faut juste changer ça. Et surtout, ce qui vous intéresse le plus, c'est cette option-là, Filter Method Name. Parce que comme je vous ai expliqué, dans Java, quand vous appelez une fonction, quand vous faites une liste ou quelque chose, ça va appeler en fait des méthodes Java aussi, qui font partie de la JDK. Et ces méthodes-là, ce sont elles qui s'exécutent à la fin sur le thread. Et c'est ce que l'outil va détecter. Donc si vous voulez mesurer votre application, le code de votre application en particulier, il faut indiquer ici les noms des packages ou des classes ou des méthodes. Vous les mesurez dans cette option-là. Comme ça, on peut isoler la consommation donc, de l'application. Donc si vous faites un print dans une méthode main, la conso du print va être allouée à votre méthode de l'application. Il faut le filtrer ici. Voilà, c'est la seule option importante à modifier. Voilà, bon, du coup, on peut mesurer méthode par méthode. En termes, on peut suivre aussi dans le temps. Donc là, on a les 4 méthodes, leur conso dans le temps. On peut suivre le call tree, donc le branche d'exécution. Donc là, c'est l'exemple un autre exemple. Donc on a une méthode main qui appelle une autre méthode, qui appelle une autre, qui ici, elle est récursive, elle s'appelle elle-même. Et donc, on peut avoir la conso des 4 méthodes au total, mais aussi de chacune des branches d'exécution. On en a plusieurs branches d'exécution. Par exemple, ici, on a tous ces branches d'exécution, on peut mesurer leur conso une par une. Et voilà, après, bon, d'autres exemples. Voilà. C'est tout pour moi. Donc, je vous remercie. S'il y a des questions Merci sur Adèle. l'outil. On a 2 questions dans le chat déjà. Bruno? Dites-moi. Oui, merci pour la présentation, c'est super intéressant. Je me demandais si vous aviez vu dans tous les tests que vous avez fait des différences de consommation d'une méthode en fonction
d'où elle était appelée dans l'arbre syntaxique. Bah oui. Ouais, par exemple. Voilà, on a de l'exemple. Donc là, il y a un print info ici qui était appelé de intersect de contains, et ici, il y a un autre qui est appelé directement de contains. C'est pas la même conso. Après, généralement, c'est la même méthode. Ce qui va changer, c'est souvent les paramètres d'entrée de la méthode qui risquent de changer d'une fonction d'où elle a été appelée. Et aussi, évidemment, le nombre de fois qu'elle est appelée. Ce sont principalement les deux choses qui peuvent. Et oui, j'aurais pensé que unitairement, c'était constant, mais. En fait, ça dépend de. Si vous avez une méthode qui fait un calcul, par exemple, que vous lui donnez, je sais pas, qui fait une multiplication, qui prend 2 paramètres d'entrée. Si vous donnez 3 et 2, bah, ça vous fait le calcul vite. Et si vous lui donnez 50 milliards multiplié par 500 millions, ça va prendre un peu plus de temps à s'exécuter, donc un peu plus de cycle CPU et d'énergie. Et pareil, alors parce que là, ce que je montre, c'est la conso d'énergie totale, pas par appel. Cette méthode, peut-être elle a été appelée 50 fois et la même méthode sur une autre branche, elle a été appelée une fois, par exemple. Ça, c'est vraiment l'énergie totale qui était consommée. Ok. Merci. Une question de Guillaume également. Hop, oui, en fait, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais faire court. Première question, j'imagine que vous connaissez l'outil Visual VM qui est assez connu dans le monde Java, qui fait du coup du sampling, de l'analyse de performance avec un agent. Et du coup, est-ce que ce serait pas intéressant de faire un plugin Visual VM pour l'interface graphique? Comme ça marcherait partout. Du coup, l'outil que vous m'avez dit avant, j'ai pas entendu le début de la phrase. C'est Visual VM, c'est on va dire un profiler Oui, pour Java. Et il y a un petit système de plugins, donc on peut rajouter des modules. Du coup, je me disais que ça pouvait être une piste potentiellement intéressante pour la partie graphique. Rajouter la consommation d'énergie à partir des informations que Visual VM récupère de son côté. Oui, tout à fait. Il faut le temps et les volontaires de. Oui, bien sûr, c'est toujours le c'est toujours le problème. Oui, après on a plusieurs idées d'évolution de l'outil. Alors une grande partie des modifications, notamment par exemple les branches d'exécution, cette fonctionnalité, ça a été développé par des contributeurs externes. Hein, donc il ne faut pas hésiter, c'est un projet open source en GPL3 et on a le code sur GitHub. Donc il ne faut pas hésiter si vous avez des fonctionnalités que vous avez envie de mettre en place. Donc oui, le système de plugin, ça nous a été posé une fois dans un des issues sur GitHub. C'est quelque chose qui m'intéresse, effectivement. Après, à voir quand est-ce que je ou s'il y a des contributeurs qui souhaitent. Et j'en profite donc du coup pour faire un call for un appel à contribution. Donc il ne faut pas hésiter sur JoulaGX, Joula ou les autres outils. On a d'autres outils dans le projet. De les utiliser si vous souhaitez, de remonter des erreurs ou de contribuer directement. D'enrichir cet écosystème un peu d'outils sur ce projet qui reste au final un projet français au final. Et oui, ça m'intéresse en effet de faire un module pour Visual VM. Ok. Et du coup, pendant qu'on est sur le système de plugins, en fait, je suis doctorant au LIG et on travaille sur un outil de mesure qui s'appelle Allumette et dont l'objectif est de proposer, on va dire, un cadre modulaire pour éviter qu'on redéveloppe plein de briques à droite à gauche. Du coup, peut-être que ce serait aussi intéressant qu'on discute pour voir si on peut mettre des choses en commun. Typiquement, la partie GPU qu'on a déjà de notre côté, qu'on pourrait éviter de redupliquer pour gagner un peu de temps. Mais bon, voilà, j'ouvre la porte. Avec plaisir. Juste rappeler, alors attendez, parce que je ne vois pas le texte de partage. J'ai pas entendu votre prénom par contre, c'était qui? Ah, c'est Guillaume Raffin, RA2FI. Ça marche, du coup, dans ce cas-là, on peut. Avec plaisir.
Voilà, Est-ce je qu'il y vais a pas prendre d'autres plus de temps pour questions les questions. D'autres réactions? Ouais, du coup, vous voulez y Benoît, aller, ouais. non? Vas-y, Benoît, je Euh, tire un mot Oui. après, quoi. Ok. Ouais, merci beaucoup Adèle pour la présentation. C'est super chouette. Et en fait, il y a plein de convergences possibles. On en avait un peu parlé, mais il y a ce que vous avez fait, le protocole que vous avez fait pour le crowdsourcing Ouais. des profils de conso. C'est très très proche de ce qu'on aimerait. En fait, l'objectif d'Energista, c'est de faire un commun là-dessus, quoi. Et du coup, on en a un peu parlé, mais clairement, comment dire, notre temps de dispo à ce moment-là, ça collait pas des deux côtés. Mais je sais pas si tu pourrais être là au hackathon en distanciel au moins, qui est le 15. Mais en fait, on va essayer justement parce qu'il y a tout un tas de choses qui ont été faites et qui mises bout à bout pourraient faire un super commun, quoi. Et enfin, il y a eu du boulot sur les formats, une spec de format de sortie de données dans le chantier IA. Il y a eu les travaux que vous avez faits sur tout ce protocole d'évaluation et de remontée des benchmarks. Il y a ce qui avait été fait dans Energista initialement avec la base de données qui est déjà hébergée par Sysnov. Enfin bref, ça serait cool qu'on arrive à mettre bout à bout tout ça et voir comment on peut faire un truc commun, quoi. Donc je sais pas si tu peux être dispo ou pas, et sinon si on peut trouver un autre moyen d'échanger, quoi. Peut-être converger ça. Alors, peut-être le 15, alors, du coup, un peu toute la journée, mais je vais essayer, mais sinon, oui, on peut échanger. Après, nous l'approche crowdsourcing qu'on a fait, donc c'est bon, l'approche théorique, et puis derrière, il y a une architecture qu'on a proposée scientifiquement. Mais on l'a pas, enfin, on a un mini prototype, mais on l'a pas déployé. Donc, du coup, pour l'instant, si vous êtes en train de développer quelque chose de similaire, autant qu'on travaille ensemble et exploiter un peu la plateforme que vous allez utiliser plutôt que faire des choses en Bah parallèle. ouais, carrément. Bah, c'est embryonnaire chez nous aussi, hein. Voilà. Mais Oui, en tout cas, oui, pour en discuter, oui. il y a un momentum, quoi. Je pense que voilà, on peut en faire et Ok. intégrer, Bon, bah, on s'en même reparle. réintégrer les modèles et les formules, voilà, comme ça on peut avoir Ouais, un serveur carrément. Mais commun et puis enfin, voilà, l'API commune. Mais avec plaisir, oui. Alors ça marche. je risque de ne pas pouvoir libérer le 15, mais on s'en échangera, voilà, pour un autre. Ok. Ok. On se verra probablement aux girafes, Et Adèle, si jamais. Il serait en visio. Yes. Par contre, je serai en visio, mais je serai pas par contre, pour faire, alors si j'ai encore 2 minutes pour faire une petite pub très rapide, nous alors moi avec un autre collègue qui s'appelle Olivier Le Goer, que certains peut-être connaissent, on copilote un groupe de travail en recherche dans ce qu'on appelle le groupement de recherche GDR-GPL, la programmation logicielle, CIANAS, et on organise une journée d'études autour du logiciel éco-responsable plutôt scientifique à Montpellier à la fin du mois. Si certains sont de Montpellier et que vous souhaitez venir, c'est le 26 novembre à Montpellier au laboratoire du LIRM. Donc voilà, il faut pas. Et si vous êtes intéressé de venir ou de participer ou dites-moi, je vous donnerai les infos. mais peut-être si t'as un lien, mets-le peut-être dans le chat. Alors on n'a pas de lien. Alors attendez, on a un petit lien. Parce qu'on avait envoyé par mail le programme, mais je suis de trouver ça, je le mettrai. Ok. Est-ce que j'ai le temps pour 2 micro-questions? A priori, c'est ok. Vas-y. Voilà. La première, c'était sur justement l'approche d'avoir un fichier partagé entre la VM et l'hyperviseur pour la partie virtualisée. En fait, nous, c'est exactement ce qu'on fait dans Scaphandre, mais c'est une approche qui pose plein de problèmes. Du coup, quand t'as commencé à parler de ça, j'étais un peu dans l'espoir de me dire ils ont trouvé un autre moyen. Et du coup, parce qu'en fait, une fois que si tu mets ça dans le problème qu'on a, c'est que si tu mets ça dans un hyperviseur
dire classique, peu industrialisé, quoi. Donc un KVM tout seul ou autre, ça marche. Mais par contre, dès que t'es dans une infra un peu plus costaud avec un scheduler genre OpenStack ou autre, nous on a eu des retours comme quoi en fait c'est la galère parce que pour aller dire à Nova qui est la brique de scheduling et puis aux autres briques impliquées, attention, il faut faire un point de montage pour récupérer le fichier et tout, bah ça rend le truc techniquement complexe pour passer à l'échelle en fait. Et du coup, je me demandais si vous aviez eu cette réflexion là et si vous aviez eu chemin faisant des idées pour faire autrement que le fichier monté quoi. Non. Alors nous, alors c'était intégré ça cet été. On a intégré cette nouvelle fonctionnalité et on s'est basé, alors un peu comme vous, j'imagine, on s'est basé sur le travail que l'équipe Spirals à Lille, ils ont fait il y a un peu moins de 10 ans, je pense en 2016, 2017. Qui ont expliqué un peu comment faire cette approche. Donc on a intégré, on a implémenté cette approche-là. On a testé principalement sur des VM desktop ou serveurs relativement classiques, hein, VirtualBox, tout ça, donc, VMware. Et on n'est pas allé plus loin. Donc voilà, donc je pense que les problèmes que vous avez seront les mêmes, j'imagine qu'on aura les mêmes problèmes. Je me permets d'intervenir parce que j'ai une solution que je vais pas détailler ici, mais effectivement on a eu le même souci et quand on s'est dit comment on fait pour déployer ça sur un vrai système typiquement HPC, c'était pas faisable de mettre des montages partout. Mais on peut faire autrement. Ok, bah à plaisir pour s'en parler. Ouais. Yes. Et j'avais trouvé une troisième question, mais elle vient de me sortir de la tête, donc je te pingerai après. Mais merci en tout cas. Parfait. S'il y a encore des questions? Moi, simplement, je voulais m'assurer que à la fois Adèle avait l'aide dont il avait besoin sur son projet de la part des membres de Boavista, et aussi que on avait bien idée de comment, je sais pas, le travail que tu présentais aujourd'hui pouvait être utile à la communauté, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait les questions de Benoît ont un peu criblé ça, quoi. C'est des projets open source qu'on a, nos outils et nos données. Donc, nous, on est une université, un labo, donc on ne cherche pas vraiment à vendre des outils. Donc tout est en open source, il ne faut pas hésiter à utiliser, contribuer. Si vous avez des besoins en particulier, nous proposer et puis on va collaborer. Donc voilà. Bon, donc, je sais pas quoi dire d'autre. Tac, merci beaucoup. Merci. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci à tous, merci à Adèle pour la présentation, et puis on se dit à dans 2 semaines pour ceux qui seront là.